Dès les premières années du gouvernement Kagame, des exilés rwandais auraient été ciblés parce qu'ils en savaient trop sur le régime. Seth Sendashonga sera l'un des cas les plus célèbres. En 1996, cet ancien ministre rwandais est réfugié au Kenya lorsqu'il est contacté par des connaissances. Elles affirment vouloir lui remettre des documents importants. Donc quand il a eu cet appel, il est parti les voir et arrivé là sur place, il s'est rendu compte très vite qu'il est tombé dans un piège. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai ouvert la fenêtre et je commençais à faire fonctionner le moteur que j'ai vu le jeune homme sortir un pistolet et me tirer à bout portant. Et la balle qui était destinée à ma tête n'a finalement touché que mon épaule ici. Un homme est arrêté dans la toilette d'une station-service, pistolet silencieux et 13 cartouches à la main. Un membre de l'ambassade rwandaise au Kenya. C'était vraiment une situation très très grave. Un diplomate qui est impliqué dans une tentative d'assassinat dans un pays étranger. Le diplomate ne fera jamais face à la justice puisque le Rwanda refuse de lever son immunité diplomatique. Seth Sendashonga, un défenseur des droits de la personne, un Hutu, s'était joint au groupe de rebelles de Paul Kagame dans les années 90, plein d'espoir. Lorsque le parti de Kagame arrive au pouvoir après le génocide, Seth est nommé ministre de l'Intérieur. La photo là, ça c'était son portrait quand il était ministre. C'est sa photo officielle. La photo officielle. Sa femme, Siri, est une citoyenne canadienne qui a longtemps vécu à Montréal. Siri raconte qu'à l'époque, son mari déchante rapidement. Il reçoit un nombre croissant de rapports sur des crimes commis dans les mois qui ont suivi le génocide par l'armée de son gouvernement. Là, on sent qu'ils obéissent à des ordres bien clairs et bien ciblés d'éliminer la population. C'était vraiment une politique délibérée d'assassiner la population, surtout la population Hutu. Il accumule les preuves contre le régime. Il devient de plus en plus dérangeant. Parce que les gens qui savent que je sais ce que je sais et continueront à avoir peur de moi. Je suis prêt à ce que tous les sacrifices soient consentis pour cette noble cause. Cette dernière phrase va se révéler prémonitoire. Le 16 mai 1998, Seth Sendashonga sera l'objet d'une deuxième attaque et cette fois, il n'y survivra pas. On vivait avec cette possibilité, mais en se disant toujours, on espère que ça ne va pas se passer. Mais l'idée qu'il allait être comme ça, assassiné en plein jour, en pleine rue, c'était impensable. Après une enquête bâclée au Kenya, 3 hommes sont accusés, puis acquittés. Donc je pense que son assassinat a été vraiment une onde de choc. Ils n'hésitent pas de tuer leurs opposants dehors de le pays. C'est quelque chose qu'on a documenté depuis les années 90 et ça continue jusque maintenant. Louis Smudge et son organisation ont dû quitter le Rwanda en raison de leur critique du gouvernement rwandais. Human Rights Watch a enquêté sur de nombreux cas de menaces, de torture, de disparition ou d'assassinat au Rwanda, mais aussi à l'étranger. Au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et même en Grande-Bretagne. Et malheureusement, il y a d'autres cas où on soupçonne. On a vraiment les indices disant que l'État rwandais est lié, mais on n'a pas de preuves et on peut pas prendre position. En 2014, les journalistes canadiens Judy River et Jeffrey York ont obtenu ce qui s'approche le plus d'une preuve de l'implication de l'État rwandais dans des complots d'assassinat d'opposants à l'étranger. Il s'agit simplement de te procurer les armes et de faire le travail. Nous sommes en 2011. Il s'agit d'une conversation entre 2 militaires. Le directeur du renseignement de l'époque tente de convaincre un ancien officier d'éliminer 2 opposants réfugiés en Afrique du Sud. L'officier fait semblant de collaborer et enregistre en secret les conversations. La méthode n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est de compléter le travail. Ils sont clairement des terroristes. Le Rwanda était prêt à payer $1 million pour tuer les cibles. Ils discutent comment approcher, comment embaucher les gardes-corps de ces messieurs, infiltrer le milieu
et comment trouver des armes et les munitions. Mais ce que je te dis, ceux qui ont fait ça ont été bien traités financièrement. 2 ans plus tard, l'une des 2 cibles est retrouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel de Johannesburg. L'ancien officier donne les enregistrements aux journalistes. En réaction à cet assassinat, le président Paul Kagame tient ses propos troublants. Ibisigaye is how